Lorsque le président russe Vladimir Poutine a lancé pour la première fois son opération militaire spéciale en Ukraine, il a probablement envisagé que son discours annuel de 2023 aux législateurs serait l'un des triomphes après le retour réussi de grandes parties de l'Ukraine dans la civilisation russe. Mais après un an de combats brutaux, la Russie se retrouve aujourd'hui enfermée dans une guerre coûteuse contre Kiev et ses alliés occidentaux. Et cela sans fin rapide des deux côtés des tranchées. Une réalité reflétée par le discours prononcé par Poutine lui-même le 21 février dernier. Le dirigeant russe a réitéré sa profonde antipathie pour l'Occident et en particulier les États-Unis, reprenant les mêmes thèmes du discours qu'il a prononcé il y a exactement un an. Mais il n'a notamment pas fourni de feuille de route claire pour une victoire russe en Ukraine, en dehors des affirmations selon lesquelles la Russie était préparée à une confrontation à long terme avec l'Occident, laissant sous-entendre que tout était sur la table. Aujourd'hui, chez Terabellum, nous allons parler du conflit sous l'angle de la stratégie russe en Ukraine, les succès, mais aussi les défaites. Savez-vous que certaines de vos données personnelles circulent sur Internet sans même que vous le sachiez ? Vous avez déjà été troublé par un appel le midi en plein repas ? Tout ça, c'est terminé grâce à Incogni. Quand vous vous abonnez à une newsletter, vous rentrez des informations sur un compte de fidélité. La plupart des données de votre profil sont souvent stockées et revendues ensuite à des courtiers. Votre nom, prénom, mail, téléphone, adresse sont à leur disposition et vous devenez un client potentiel pour des sociétés qui font du démarchage ciblé. Mais les courtiers qui possèdent vos données sont nombreux et difficiles à atteindre. C'est là qu'intervient Incogni. Incogni est un outil simple et automatisé. Vous vous créez un compte, choisissez le type de données à supprimer et Incogni se charge à votre place de contacter les courtiers. Vous pouvez voir en direct la suppression de vos données personnelles et celles qui restent. Incogni fait aussi en sorte que vos données soient constamment supprimées et restent en dehors du circuit, sur le long terme. Si Incogni vous intéresse, les 100 premières personnes à utiliser le code Terabellum recevront 60% de réduction, alors cliquez sur le lien dans la description. Une invasion peu probable. Avec le recul, il y a un an, chez Terabellum, nous publions l'arnaque de la guerre en Ukraine. Nous avons reconnu la possibilité d'une invasion, mais cela n'est pas apparu comme le scénario le plus probable jusqu'à ce que Poutine adresse le 22 février, tout sauf reconnaître son intention de dominer l'Ukraine et de remplacer son leadership. Et un an après le début de l'invasion, les revers de la Russie dans la guerre soulignent un bon nombre des raisons pour lesquelles nous ne pensions pas que c'était le scénario le plus probable en premier lieu, ainsi que certains domaines où les efforts russes ont en effet dépassé nos attentes. Mais le problème était que l'invasion à grande échelle et le changement de régime de Kiev, que la rhétorique du Kremlin et les concentrations de troupes russes menaçaient, n'avaient pas réellement les ressources pour réussir. Nous notions très vite dans nos vidéos que nous ne savions pas comment une force russe de moins de 200 000 hommes, rassemblée en Biélorussie et sur toute la frontière le long de plusieurs axes, pourrait réussir à s'emparer à occuper un pays de plus de 40 millions d'habitants, et qui prévoyait en face de mobiliser plus de 700 000 combattants, voire même plus en cas d'invasion. L'audace du plan de la Russie a été accentuée par le fait que l'intention de la Russie d'envahir avait largement circulé dans la presse ukrainienne et occidentale pendant près de 4 mois avant l'invasion, ne donnant à la Russie aucune surprise stratégique. Mais les gens étaient toujours choqués quand cela s'est produit, en grande partie parce que c'était une violation si flagrante de la paix sur le continent européen. La Russie a d'ailleurs réussi de nombreuses percées grâce à des stratagèmes réfléchis. Dans certains endroits, ces efforts ont fonctionné. Par exemple, la façon dont les forces russes ont si facilement quitté la Crimée et saisi le pont Antonovski intact pour traverser le Dniepr jusqu'à Kherson dans les premiers jours de l'invasion. La plupart des détails sur la façon exacte dont Moscou pensait pouvoir installer un état fantoche en Ukraine au début du conflit ne sont toujours pas très clairs. Mais il était déjà tout à fait invraisemblable que les forces russes puissent encercler Kiev, puis installer, et encore moins maintenir, un gouvernement pro-Kremlin ou anti-Union européenne, qui céderait une partie de la souveraineté du pays à la Russie, ou même obligerait l'Ukraine et ses dirigeants existants à accepter un règlement diplomatique au conflit. Des scénarios alternatifs sont nés dans les think tanks anglo-saxons dans lesquels Moscou s'embourbe volontairement et préventivement dans un conflit majeur de longue durée. Mais ces derniers semblent encore douteux car nous ne pouvons qu'imaginer que Poutine, qui connaît l'histoire de la Russie, connaîtrait l'immense risque que cela pourrait représenter pour lui et sa nation. À de nombreuses reprises, des guerres désastreuses ont contribué à alimenter des profonds changements politiques dans des pays du monde entier. Et la Russie ne fait pas exception à la règle.
Les revers des conflits au cours de l'histoire de la Russie, qu'il s'agisse des guerres de Livonie sous Ivan le Terrible, de la Première Guerre mondiale sous le tsar Nicolas II, ou même de l'intervention à relativement petite échelle de l'Union soviétique en Afghanistan, et les pertes qui en ont résulté, ont entraîné d'importants troubles politiques, l'instabilité et même le changement de régime en Russie. Il est donc impossible d'imaginer que ces pensées n'aient pas traversé l'esprit des dirigeants russes. Ce qui n'était pas tout à fait clair au début de l'invasion était simplement la mesure dans laquelle Poutine recevait des informations complètement déformées sur l'Ukraine de la part de ses conseillers et de ses services de sécurité, ce qui a probablement conduit à une image profondément déformée de l'Ukraine au début du conflit. Avant et après l'invasion, Poutine a prononcé diverses allocutions au peuple et aux responsables ukrainiens dans lesquelles il semblait croire que les Ukrainiens déposeraient les armes ou accueilleraient la Russie. Cette analyse s'avéra fausse pour différentes raisons. En résumé, 1 an après que la Russie a annoncé son opération militaire spéciale, les raisons fondamentales pour lesquelles nous ne pensions pas que l'invasion aurait lieu est que Poutine était plutôt susceptible de développer le conflit déjà préexistant dans l'est de l'Ukraine ou d'essayer d'étendre une stratégie politique coercitive dans le pays. Premièrement, en dehors de ses gains stratégiquement et politiquement négligeables dans la région orientale du Donbass en Ukraine, Moscou s'accroche actuellement à un couloir terrestre vers la Crimée. La conception très minimale de la victoire à laquelle la plupart des Russes percevront que la guerre vaut son immense coût, laissant le Kremlin avec presque plus de terrain à céder en Ukraine. Deuxièmement, l'invasion n'a pas fait grand-chose pour faire avancer les intérêts de la Russie. Je m'explique. On peut citer notamment le fait d'arrêter la poursuite de l'expansion de l'OTAN et le mouvement des forces et des systèmes d'armes de l'OTAN vers les frontières de la Russie. Car en effet, l'invasion a plutôt vu la Suède et la Finlande se diriger vers l'alliance de sécurité occidentale et l'Ukraine recevoir des systèmes stratégiques comme des missiles patriotes. Moscou avait également insisté sur le fait qu'il voulait empêcher l'Ukraine de devenir anti-russe, mais son invasion a précisément abouti à ce résultat, l'Ukraine étant certaine de devenir à perpétuité le bastion mondial du sentiment anti-russe. En outre, les près de 200 000 victimes de combats que la Russie a subies en Ukraine, combinées aux plus d'1 million de Russes qui ont fui le pays depuis l'invasion par peur d'être enrôlés notamment, cela contribue en effet au déclin démographique de la Russie et aussi de la fuite des cerveaux. Et cette tendance ne fera probablement que s'approfondir à mesure que la Russie continuera de mobiliser davantage de troupes pour soutenir sa guerre en cours en Ukraine. Enfin, tous ces développements ont lieu alors que le pays devient dangereusement dépendant d'une autre puissance mondiale, la Chine, pour les importations et les exportations essentielles. Alors que les sanctions occidentales continuent de pleuvoir et que Moscou peine à trouver d'autres partenaires prêts à fournir des investissements majeurs ou des technologies critiques, si ce n'est les mastodontes indiens et chinois, l'immense pouvoir de négociation de la Chine sur la Russie ne fera probablement que croître dans les années à venir, sapant sérieusement l'image que Moscou cherche à projeter d'être un pays indépendant. Certains vont d'ailleurs venir dans les commentaires en disant que nous sommes dépendants en Europe de l'oncle Sam, mais ce n'est pas le sujet. Cela a déjà été traité par le passé sur notre chaîne. Ici, on focus la Russie. Des os, mais pas des os. Une Russie uniforme. Il est difficile de choisir par où commencer pour décrire les changements importants qui se sont produits en Russie au cours de l'année écoulée. Les observateurs étrangers ont constamment sous-estimé l'importance de la politique intérieure pour expliquer la conduite de la Russie de Poutine. Mais alors que le système politique et la société russe peuvent sembler largement les mêmes de loin, la vérité est que la guerre a solidifié une altération fondamentale de l'idéologie du régime. Poutine, au cours de ses premières années en tant que président, s'est d'abord présenté comme un adepte de la vision du monde russe européenne, mais il a rapidement approuvé et commencé à intégrer activement une restauration de la puissance russe sur la scène internationale. Cela était basé sur les ressentiments de la société russe à propos de la défaite du pays pendant la guerre froide et du chaos qui a suivi et de l'érosion du niveau de vie dans les années 1990 qui ont accompagné l'effondrement de l'URSS. Aujourd'hui, l'idéologie désormais dominante fonctionne de la même manière que le mythe allemand du coup de poignard dans le dos, qui a émergé après la défaite de la Première Guerre mondiale. L'invasion de l'Ukraine étant la tentative de Poutine d'affirmer que la Russie avait surmonté toutes ses trahisons et était ressortie plus forte, si, et uniquement si, il arrivait au bout de ses objectifs. À la suite de l'invasion initiale de l'Ukraine par la Russie en 2014 et le début des sanctions européennes, la défense d'une identité russo-européenne était de plus en plus tournée en dérision, mais l'idéologie était encore répandue parmi de nombreuses élites moscovites et facilement accessible à ceux qui la recherchaient.
De nombreux individus pensaient qu'une guerre ouverte avec l'Ukraine déclencherait des manifestations massives dans Moscou. Que nenni! Cette histoire de protestation, combinée à l'espoir que les sanctions porteraient un coup initial beaucoup plus important à l'économie russe, qu'elles ne l'ont réellement fait, a conduit beaucoup à croire qu'à la suite d'une invasion en Ukraine, les citoyens russes organiseraient un mouvement anti-guerre qui serait en mesure d'avoir un plus grand effet sur l'opinion publique. Mais cette hypothèse ne tenait pas compte des progrès accomplis par le Kremlin au cours des années précédant l'invasion, en rendant les opinions indépendantes et dissidentes de plus en plus inaudibles. Pour conclure, il est peu probable que l'idéologie dominante de ressentiment de la Russie disparaisse à moins que la Russie ne soit vaincue militairement de manière décisive en Ukraine, ce qui semble actuellement peu probable à court terme. Et surtout parce que l'idéologie du ressentiment de la Russie est maintenant presque unanime et tourne autour des griefs qui précèdent même Poutine. La priorité absolue de Poutine sera d'affirmer cette idéologie au travers d'un successeur potentiel, car Poutine et les partisans de la ligne dure qui l'entourent insisteront sur le fait que toute véritable libéralisation affaiblirait la puissance de la Russie. À nouveau. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à mettre un j'aime, ainsi qu'à nous suivre sur nos réseaux sociaux où vous aurez accès à du contenu exclusif. Tous les liens sont bien évidemment en description.